Prenez une des plus belles avenues du monde. Choisissez un palace. Rejoignez un des restaurants 3 étoiles d'Alain Ducasse et répondez à l'appel du fromage. Nous sommes quand même la France, le pays du fromage. Ici, si tu ne viens pas au fromage de chèvre, il viendra à toi. Nous, ici, ce qu'on a décidé de faire, c'est en débarrassant l'assiette principale, on arrive avec une planche de fromage qui met en avant les meilleurs fromages de la saison au meilleur moment. Et on la met à disposition, comme ça, sur la table, avec deux couverts assez atypiques, avec du pain de campagne grillé. Et les clients vont picorer le fromage. Les clients adorent ça. Et cette façon de servir ce fromage nous permet de remettre en avant le fromage. De grands crus de chèvre offerts à la dégustation de tous les convives. Le but, c'est d'avoir une diversité, d'avoir des fromages plutôt crémeux, plutôt frais, plutôt secs, plutôt forts, et de montrer ce que sont capables de faire à la fois les affineurs et à la fois les producteurs sur ces fromages de chèvre. On respecte chaque fromage, on laisse la croûte pour laisser la possibilité au client de manger le fromage avec ou sans la croûte, selon ses préférences. Quand on déguste un fromage, un peu comme les vins, on va commencer du plus doux jusqu'au plus fort. À s'inviter ainsi sur les plus grandes tables, nul doute, les fromages de chèvre ont gagné leur lettre de noblesse. Il en existe plus de 100 variétés, avec des différences de taille, de couleur, de forme. Tous ont le vent en poupe. La France est même la plus grande productrice et consommatrice de fromage de chèvre au monde. En 25 ans, nous avons plus que doublé notre consommation. Moins d'1 kilo de chèvre par an et par ménage, contre presque 2,5 kg aujourd'hui. Un véritable plébiscite, alors qu'à 11,50 € le kilo en moyenne, le chèvre coûte 3 € plus cher que le fromage de vache. Réputé moins gras, plus digeste, le chèvre n'a pourtant pas toujours été tendance. La chèvre a longtemps été considérée comme la vache du pauvre, et son fromage un simple moyen de subsistance fabriqué par des femmes. Les chèvres de Manon. Nos mémoires sont peuplées de chèvres en liberté, conduites par de jolies bergères. Oh Manon, tu es là? Le chèvre, ce fromage fabriqué par de doux rêveurs, hippies à la barbe fleurie. Un fromage sans prétention, à l'image écolo naturelle. Mais aujourd'hui, plus de 80% des fromages de chèvre sont produits dans des usines et non plus dans des fermes. Qu'est-ce que cela change en matière de fabrication, de goût? À quelles étiquettes se fier pour retrouver la signature d'un terroir? A-t-on raison de faire du chèvre tout un fromage? Au pays du foie gras et du porc gascon, ils sont rares à choisir d'élever des chèvres. Malgré l'engouement des consommateurs pour ce fromage, dans les Landes, seules 4 fermes en produisent. Alors ça, c'est un crottin raffiné. C'est hyper crémeux. C'est hyper frais aussi. Ça a un super goût du pays. C'est super. Clément s'est installé en 2010. Marie s'est associée à lui il y a 3 ans. Ils produisent chaque année 3000 fromages de chèvre. Là, c'est de la bûche cendrée. On a un petit goût de levure, un peu de pain et un petit peu de fleurs aussi parce qu'on a quand même la prairie qui s'exprime un peu. Sur l'étiquette de leur fromage, le mot fermier offre des garanties aux consommateurs. Les deux sont des fromages fermiers, ce qui veut dire que le lait est obligatoirement issu d'une seule ferme et transformé dans cette même ferme. Sinon, fermier, ça ne peut pas être inscrit. Ça va la biche? Tu es très belle. Pour fabriquer leur gamme de fromages fermiers, Clément et Marie élèvent 150 chèvres. Des races locales devenues très minoritaires. Il y a 95% de chèvres des Pyrénées. Il y a une dizaine de chèvres de Lorraine, puisque Marie, mon associée, est de Lorraine.
Il y a un enjeu de sauvegarde du patrimoine biologique parce que les races d'animaux, elles disparaissent aussi vite que la variété végétale aussi et la diversité végétale. C'est exactement le même combat. Venez là, mes braves. Et les chèvres des Pyrénées, c'est les chèvres les plus locales qu'on ait pu trouver. Elles sont hyper adaptées à notre mode d'élevage, c'est-à-dire à être dehors toute l'année. Après, ça reste des chèvres, c'est très douillet. Si elles peuvent se mettre à l'abri, quand même, elles foncent à l'abri. Allez, allez, stop. Ici, les chèvres sont traites une fois par jour. « 3000 litres de lait à l'année qui vont être transformés en yaourt, en faisselle, mais surtout en fromage. La fabrication commence dès la traite terminée. Chaque jour, il faut faire cailler le lait, c'est-à-dire le transformer en une partie solide, le caillé, couvert d'un liquide, le petit lait. Ça, c'est le lait de la veille. Donc là, on va récupérer le petit lait qui est au-dessus du caillé. Et dans ce petit lait, il y a tous les ferments et toute la flore de la fromagerie qui est présente. Et on va la mettre dans le lait pour l'aider à cailler. Les ferments lactiques, contenus dans le petit lait, ce sont des bactéries qui vont donc permettre au lait de la traite du jour de cailler à son tour. Les ferments vont offrir au fromage fermier les premiers traits de sa personnalité. C'est vraiment la signature de la ferme, c'est-à-dire que ces ferments, ils sont captés sur le pis des animaux, dans l'air ambiant, dans la fromagerie, dans notre local. C'est ce qu'on appelle les ferments indigènes. C'est vraiment l'expression du terroir. C'est les nôtres. Voilà, ça existera nulle part ailleurs. Pour obtenir du fromage, en plus des ferments lactiques, Marie va ajouter dans le lait du jour quelques millilitres de présure achetés dans le commerce. Alors la présure, c'est de l'extrait de caillette de chevreau. Les ruminants, ils ont 4 estomacs et quand ils sont petits, ils n'en ont qu'un qui fonctionne. C'est la caillette, c'est ce qui leur sert à digérer le lait. Donc ça, c'est de l'extrait de caillette. Et ensuite, je touille pour que ça se répartisse bien. Cette présure, elle va servir à accélérer l'action des ferments lactiques pour que le lait passe de l'état liquide à l'état solide. Et maintenant, il faut attendre 24 heures. Pour comprendre ce qui va se passer, il suffit de mettre quelques gouttes de vinaigre dans du lait. Le vinaigre tient ici le rôle des ferments lactiques et de la présure en acidifiant le lait. Cette acidité entraîne la solidification des protéines du lait qu'on appelle le caillé. Une fois le lait caillé, Marie moule les fromages à la louche. Le caillé contient encore du petit lait qui s'écoule dans les moules percés. C'est le principe du fromage, éliminer l'eau pour ne conserver que les protéines, les lipides et les minéraux. En moyenne sur l'année, pour faire un crottin, il me faut 0,85 litres de lait. Ces fromages, que leur forme soit longue, ronde ou conique, sont toujours de petits formats car le caillé peut facilement se briser. Quand on moule à la louche, le fromage est plus fragile. Par contre, la texture est beaucoup plus fine. Donc avec un fromage moulé à la louche, on a vraiment un grain qui est très fin. Donc là, j'ai fini de mouler. Donc ils vont s'égoutter pendant 24 heures. Là, je suis en train de démouler. Donc c'est le lait de la traite d'il y a 48 heures. Et là, c'est déjà au stade fromage. Donc le fromage est vraiment tout frais. Donc là, si on le regarde d'un peu plus près, on voit qu'il est encore tout brillant. Donc il a encore plein de petits laits. Je vais le saler et il va continuer à s'égoutter tranquillement. Et là, on peut le manger? Là, on peut le manger, ouais. C'est du fromage frais. Le fromage de chèvre se consomme frais, entre deux ou sec. Y en a-t-il un de meilleur pour notre santé?
Le gros avantage du fromage de chèvre, c'est d'apporter du calcium. C'est vraiment, pour moi, d'un point de vue nutritionnel, la force des fromages. Plus le fromage est sec, plus le fromage est riche en calcium. Par exemple, celui-là, qui est un fromage particulièrement sec, sera beaucoup plus riche en calcium que celui-là, qui est un fromage frais. Le chèvre est réputé plus digeste que les fromages de vache ou de brebis. Mais l'est-il vraiment? Les fromages de chèvre ne sont pas moins gras, pas moins salés que les fromages de vache comparables. Donc il faut bien comparer ce qui est comparable. Il ne faut pas comparer évidemment du comté, hein, qui est un fromage à pâte pré-cuite, donc qui est vraiment un aliment très concentré. Il ne faut pas comparer du comté à, par exemple, ce chèvre frais ou ce chèvre intermédiaire. Et donc, une explication possible du fait que les personnes considèrent que les fromages de chèvre sont plus faciles à digérer que les fromages de vache, c'est qu'ils contiennent beaucoup d'eau. Et donc, on a des aliments qui sont plutôt moins énergétiques, moins riches en lipides, mais aussi moins riches en calcium et protéines. C'est donc la teneur en eau, variable selon les fromages, qui va les rendre plus ou moins gras, plus ou moins nutritifs. Donc c'est bien de diversifier les fromages. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manger tout le temps ce type de fromage, ou tout le temps celui-là, ou tout le temps celui-là. Ce qui veut dire que d'un jour à l'autre, il faut changer de fromage. Du choix, on n'en manque pas. À l'image de Clément et Marie, en France, ils sont 3000 à fabriquer du fromage fermier. Pourtant, cela ne représente que 15% des fromages de chèvre que nous consommons. La tradition fermière recule face aux fromages industriels dont la part ne cesse de progresser. Ce sont ces marques que nous connaissons tous. La star des supermarchés, c'est la bûchette de chèvre, avec une marque leader achetée par un consommateur sur 2. Nous avons voulu suivre le process de fabrication de ce produit phare, bien différent des fromages fermiers. Un décor bucolique. Soignons, un ruisseau, un hameau, dans un département, les Deux-Sèvres, parfois rebaptisé. C'est le département français qui abrite le plus grand nombre de biquettes. Comme dans cette ferme, en France, 95% des chèvres sont de race saanen ou alpine chamoisée. Elles ont été préférées aux races locales pour leur grande capacité laitière. Dans la plupart des élevages, les chèvres vivent enfermées et sont traites 2 fois par jour. Le lait est stocké dans des tanks réfrigérés car il n'est récupéré que tous les 3 jours. Soignons collecte chaque année 143 millions de litres de lait de chèvre auprès de 600 éleveurs français, mais aussi à l'étranger. Dans les camions-citernes, on mélange donc les laits de multiples fermes sans notion de terroir. Soignons appartient à la coopérative Eurial. Le groupe possède le plus grand site au monde de transformation de lait en fromage de chèvre. Hélas, malgré nos demandes polies et répétées, les portes de l'usine sont restées closes. Comme il n'y a pas de raison de ne pas savoir comment est fabriqué ce que nous mangeons, nous avons trouvé une solution. Chez Actalia, un centre technique qui forme à tous les types de fabrication fromagère. Patrice et Julien nous ont fait découvrir les étapes du process industriel. Ce n'est pas une règle, mais globalement, les fromages fermiers sont au lait cru et nombre de fromages industriels sont pasteurisés. Cru ou pasteurisé, la mention figure obligatoirement sur l'étiquette de nos fromages. La pasteurisation, c'est un coup de chaud. Dans cette machine, le lait cru va être chauffé à 72 degrés pendant 15 secondes. Quand ça chauffe, le but principal, c'est d'éliminer les potentiels germes pathogènes
qui seraient présents dans ce lait-là, afin d'assurer la sécurité sanitaire des produits. Bon, c'est bon, Julien? C'est bon. On lance? Oui, vas-y. Mais en s'attaquant à d'éventuelles bactéries pathogènes, comme la listeria, la pasteurisation ne fait pas de quartier et détruit beaucoup sur son passage. Dans le lait, on a également des bactéries lactiques qui sont utiles pour les fabrications, qui dans le lait cru sont de l'ordre de, alors c'est 25 000 germes par millilitre de lait. Donc le fait de pasteuriser, on va détruire une partie de cette flore, donc on passe de 25 000 à 5 000 germes en moyenne par millilitre de lait. Et puis également, on détruit une partie des vitamines de l'ordre de 20 à 25% par rapport au lait cru. Les vitamines sont définitivement perdues. En revanche, pour que le lait caille, des bactéries lactiques vont être réintroduites. Là, ce sont des ferments concentrés congelés. Avec ces ferments-là, on va retrouver la même quantité de ferments lactiques, mais pas la même diversité de ferments lactiques par rapport à un lait cru. Quelles conséquences ça va avoir sur le fromage? Alors, ça va être un produit où on va avoir moins de diversité au niveau aromatique par rapport à des fromages au lait cru. Moins d'arômes qu'avec le lait cru, mais ces ferments de laboratoire présentent un atout majeur pour les industriels. L'utilisation de ces ferments-là permet d'obtenir un goût régulier, identique tout au long de l'année au niveau de ces produits, donc qui rassure les consommateurs. Ils sont sûrs de retrouver toujours le même goût, quel que soit le lieu où on achète le produit. Donc ce lait va commencer à cailler et dans 24 heures, nous le mettrons en fabrication pour fabriquer des bûchettes. « 24 heures plus tard, le lait a parfaitement caillé. Donc là, on a exactement le même résultat que lorsque l'on fait un caillage en fabrication fermière. Mais désormais, tout va changer. Ce caillé qu'en fabrication fermière, on prend garde à ne pas briser, va être remélangé au petit lait. On appelle cette phase le décaillage. On ne le casse pas, on brise le caillé. Voilà, on y va doucement pour le rendre homogène, pour avoir le moins de particules de caillé. Ce décaillage est nécessaire pour égoutter de grands volumes. Pas dans des moules, mais dans ces sacs de toile qui filtrent le petit lait et qui, en usine, peuvent contenir des milliers de litres de caillé. Ils vont être pressés pendant 24 heures. En texture, c'est ce qu'on recherche en termes de fermeté, de texture de caillé. Cette texture, très différente de celle obtenue en moulant à la louche, va renforcer la différence de goût entre les deux types de fromage. On sait très bien que la texture a un effet sur le goût. Si on prend par exemple d'une pomme de terre, vous la faites bouillir, vous la mangez telle qu'elle, elle va avoir un certain goût. Si vous l'écrasez, elle va avoir un goût différent. Alors que c'est la même pomme de terre, c'est simplement la texture qui modifie la libération des arômes du produit. Donc pour ce type de fabrication, on a moins de longueur en bouche qu'un produit traditionnel moulé à la louche. Une bûche moulée à la louche et une bûche fabriquée à partir de ce type de caillé ne pourront jamais avoir le même goût. Ils ne pourront jamais avoir le même goût, ça c'est évident. Une fois salée, cette pâte va enfin prendre la forme d'une bûchette. C'est bon, j'appuie. C'est parti. C'est prêt? Oui. Là, on est sur la mise en forme d'une pâte fromagère, tout simplement. Donc évidemment, les cadences manuelles ne sont pas comparables à ce qu'on peut trouver en entreprise. C'est une bûchette toutes les secondes. En fait, ça sort à ce rythme-là. Tac, 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 tac. Et à chaque fois, on va sortir une bûchette de cette manière. Ce type de bûchette inonde les rayonnages. Elle représente plus de la moitié des ventes de fromage de chèvre. Clément et Marie, eux, écoulent leur fromage dans un rayon de 50 km autour de leur ferme, un circuit court et local. Et si dans les grands bassins de consommation que sont les villes, on se mettait aussi à fabriquer du fromage comme à la ferme? À Paris, dans le quartier populaire de la Goutte d'Or, ce n'est plus une utopie. Ce fromage d'alpage est né en plein Paris.
Ça, c'est notre tome de chèvre qui a été affinée à Paris. Elle a 5 mois. Là, on est vraiment sur des arômes un peu prairie, foin séché. C'est top, ça. On a un côté assez végétal, ce qui est rigolo parce que ça a quand même été affiné dans une cave à Paris. Donc voilà, c'est réussi. Pierre Coulon relève le défi du circuit court et de la production locale depuis 18 mois. Derrière la vitre, l'atelier de fabrication. Ici, chaque semaine, 500 litres de lait de chèvre bio deviennent des fromages au lait cru. La fabrication de la tome est beaucoup plus rapide que celle des bûchettes et des crottins. On est bon. 1 heure après l'arrivée du lait de Bretagne, les tomes sont prêtes à être moulées. Donc là, la différence avec les fromages frais et les fromages lactiques, c'est que j'ai 4 tomes, donc avec 100 litres, je fais 10 kg de fromage. Par contre, avec les fromages frais, j'en aurais fait 22 kg. C'est pour ça que la tome de chèvre, c'est forcément plus cher au kilo que les petits fromages frais. En 18 mois, la laiterie de Paris a créé 7 emplois à temps plein, car la boutique ne désemplit pas. Là, elles sont égouttées, on les a pressées toute la nuit. Le sel, en fait, ça va donner du goût et aussi former le croûtage. Et elles vont aller en affinage pour vieillir. 3-4 mois. L'affinage, c'est l'art de faire vieillir un fromage en cave. Comme les arômes d'un vin vont se développer, ceux des fromages vont éclore. 85% des chèvres que nous achetons sont affinées, contre seulement 15% qui sont frais. Donc là, les tomes, ça fait 4 mois qu'elles sont dans notre cave. Donc c'est une cave qui est à 12 degrés, qui est pleine d'humidité pour qu'elles puissent bien y vieillir. Et en fait, dessus, on va avoir toute une flore qui va se développer. On va laisser faire ce qu'il y a dans l'air à Paris et également ce qu'il y a dans notre cave. Donc ça, par exemple, c'est les artisous qui font toute cette petite poussière. C'est les acariens qui vont venir grignoter un peu la croûte. Ça donne un côté un peu tourmenté. Quand on est à ce stade-là, c'est qu'elle est prête. L'affinage des bûchettes ou des crottins de chèvre est plus rapide que celui de la tome. De 7 jours à 3 mois pour les fromages les plus secs. Cette fois, ce ne sont pas des acariens, mais des levures, des moisissures qui se développent. Toute une flore de surface. Les flores de surface, c'est tout ce qui va pousser sur un fromage. Donc là, c'est ce qui les a rendus crème, bleu, un peu gris. C'est le géotrichum, c'est une petite levure qui va faire vraiment ces trucs un petit peu nervurés, qui est naturellement dans l'air des chèvreries. Mais alors pourquoi, sur une bûchette industrielle, on ne retrouve ni cette couleur bleue, ni ces nervures? Alors, sur un fromage de chèvre industriel, c'est une autre moisissure qui est utilisée. C'est du Penicillium camemberti, c'est celui qu'on va trouver sur le camembert. Si on regarde avec un camembert, on est exactement sur les mêmes moisissures rajoutées artificiellement. C'est pas les moisissures naturelles du fromage de chèvre. Comment la flore du camembert se retrouve-t-elle sur les bûchettes industrielles? Nous l'avons compris lors de notre formation chez Actalia. On va préparer le pistolet. Dans le process industriel, la pasteurisation du lait a aussi détruit les flores d'affinage. Il faut donc réintroduire des ferments d'affinage. Donc c'est des ferments lyophilisés que l'on a réhydratés dans de l'eau. Donc on va pulvériser du Penicillium camemberti qui en termes d'arôme va donner des goûts plus champignons, sous-bois, mais qui est moins de notes animales comme le donne la flore d'affinage habituelle Geotrichum candidum. Donc là, vous pulvérisez une flore d'affinage qui ne donnera pas du goût de chèvre à un fromage de chèvre? Alors ça va donner, on aura toujours un petit goût de chèvre, mais qui sera beaucoup moins on va dire intense ou beaucoup moins prononcé par rapport à un fromage de chèvre dit traditionnel. Mais l'autre avantage de cette flore d'affinage pulvérisée, c'est l'apparence qu'elle donnera aux bûchettes. Si on n'ensemence pas de Penicillium camemberti, on va avoir un développement de bleu, des choses comme ça, de levure qui ne seront pas, on va dire, très esthétiques au niveau du produit. Là où on recherche un produit très blanc, parce que dans l'esprit de tous, pourquoi on est en blouse blanche? Parce que le blanc, en fait, c'est symbole de propreté. Le blanc, c'est la pureté. Donc avoir un fromage blanc, ça rassure le consommateur. Voilà. D'un côté, des bûchettes standardisées.
De l'autre, des fromages fermiers ou artisanaux qui, grâce à l'affinage, affirment leur identité, celle d'un terroir. Déguster un fromage de terroir, d'un territoire bien précis, c'est la promesse des AOP, les fromages d'appellation d'origine protégée. Un label européen facilement reconnaissable grâce à ce macaron. 14 fromages de chèvre bénéficient de ce label qui préserve une typicité, un savoir-faire. Un 15e fromage de chèvre vient d'être classé appellation d'origine contrôlée et devrait obtenir son classement en AOP. Il s'agit de la brousse du Rove. La brousse est belle. Au Rove, village au nord de Marseille, on fabrique des brousses depuis plus de 400 ans. Nos anciens avaient coutume de saupoudrer un peu de sucre sur la brousse et mettre un trait de rhum brun, voyez. Et franchement, ça fait un mariage détonnant. On peut la manger aussi avec des figues fraîches. Ces chèvres, arrivées de Mésopotamie au temps des Phéniciens, se sont adaptées au paysage de garrigues pour former la race Rove, comme le nom du village. Nos anciens allaient vendre leurs produits à la criée, c'est-à-dire en annonçant leur brousse à l'aide d'une corne, vous savez. Alors ils arrivaient ils se partageaient les quartiers de Marseille, quoi. Et là, ils cornaient, les brousses du Rove. Les brousses du Rove! Les brousses du Rove! Là, vous aviez la ménagère qui sortait sur le devant de sa porte en tendant une assiette. On est démoulé dans l'assiette, vous voyez. C'était très connu. En 1900, au Rove, il y avait 4000 chèvres du Rove et 400 habitants. En 1950, il restait encore 2000 chèvres du Rove, vous voyez. Et petit à petit, ça a décliné. La race et le fromage ont bien failli disparaître. C'est pour ça qu'il fallait qu'on se batte, qu'on fasse vraiment quelque chose pour sauver le produit, et plutôt que de toujours, après, nostalgiquement, de dire « Oh, avant, il y avait ceci, avant, il y avait cela ». Non. Essayons de garder ce qu'on a, essayons de respecter ce qu'on a. André Guiran a fait des émules. Aujourd'hui, ils sont 7 éleveurs de chèvres du Rove à fabriquer de la brousse. Pour obtenir le label AOC qui protège et sauve le fromage, ils ont établi un cahier des charges très strict. Avec les collègues, on s'est mis d'accord. Il faut que ce soit exclusivement fabrication fermière. Donc on ne travaille que notre lait. Il faut que ce soit 100% pure chèvre de cette race exclusivement. On a interdit tout ce qui est OGM en complémentation, c'est-à-dire les céréales, il ne faut pas que ce soit OGM, pas de granulés. Que les chèvres pâturent minimum 5 heures dans les collines par jour. Et voilà leur élément, quoi. Les rochers, la garrigue, voilà, c'est le territoire, le terroir de la chèvre du Rove. Un terroir, c'est une végétation particulière. Dans ces collines, les chèvres ont une prédilection pour les feuilles de chêne kermès et le romarin. Les chèvres consomment énormément le romarin, ce qui enrichit le lait, qui donne des nuances dans le lait, mais on ne doit pas sentir le même goût que si on mord dans du romarin. Quand en bouche vous sentez le romarin, c'est les arômes artificiels. Voilà. C'est souvent ce que font les industriels. Voilà. Le troupeau rentre à la chèvrerie 2 fois par jour pour la traite. J'ai toujours trait à la main, moi, ça fait 40 ans que je trais à la main. J'ai acheté la machine à traire en l'an 2000, je l'ai gardée 2 saisons et je l'ai revendue. C'est pas une obligation, hein. Même dans l'AOC, on peut traire par contre à la machine, il n'y a pas de problème. Hein. Si une chèvre donne 3/4 de litre par jour pendant 9 mois en moyenne, hein, je parle, c'est déjà une bonne chèvre. Après, vous avez des alpines, dans des élevages industriels, elles peuvent faire au moins 4 litres de lait par jour. Les sanènes, les blanches, c'est pareil, quoi. Le lait est moins concentré, c'est pas du tout pareil. Chaque jour, Marie-Ange, l'épouse d'André, transforme ce lait riche, épais, en brousse. Rien à voir avec la fabrication de la tome ou des bûchettes. Le lait est d'abord porté à ébullition. Une fois qu'il a bouilli, il y a juste quelques gouttes de vinaigre blanc et ça suffit pour que la brousse se fasse. Et voilà, c'est plus du lait maintenant, vous voyez, on voit les petits flocons. Il n'y a pas d'ajout de rien, c'est pas salé, il n'y a pas de conservateur. C'est vraiment plus que naturel.
C'est un tour de main. Hein. Quand je me suis mariée, j'ai épousé mon mari, j'ai épousé le métier. Donc du coup, c'est la même recette depuis 17 générations. Donc ma belle-mère m'a appris la fabrication. Le macaron d'appellation d'origine contrôlée permet de certifier qu'il s'agit d'une véritable brousse du Rove. Mais ce label ne protège pas contre tout. Les producteurs de l'AOC, assistés par la mairie du Rove, s'inquiètent d'une utilisation détournée de l'image de leur fromage. C'est surtout les arômes artificiels. C'est très simple, on tape le Rove fromage et on arrive là, Rove des Garrigues. Ce Rove des Garrigues est fabriqué dans une autre région par un géant de l'industrie laitière. Mais sur des sites de fromagers, on lit tout autre chose. Le Rove des Garrigues est fabriqué à partir de lait de chèvre race Rove. Ces dernières paissent dans les pâturages des Cévennes. Ouais. Tout est faux. Ouais, tout est faux. Alors le pire, il est là. Fabrication. Le Rove des Garrigues est fabriqué à partir de lait de chèvre de race Rove. Ouais, ça déjà, c'est scandaleux. Voilà. C'est totalement scandaleux. Je me mets à la place des consommateurs qui lisent. À la limite, c'est normal qu'ils se fassent leurrer parce que on est sûr, quand on lit ces commentaires, que c'est fabriqué avec du lait de chèvre du Rove, alors qu'il n'en est rien. C'est fait pour tromper le consommateur. Voilà, je veux dire, c'est un fromage qui est totalement industriel. Il n'a de Rove que l'argumentation de vente. Hein. L'étiquette, c'est une chèvre du Rove, alors que ça n'a pas lieu d'être. On voit vraiment que toute la communication qui est faite autour de ce fromage elle repose sur une publicité totalement mensongère. Alors ça pose un problème d'éthique, de respect du consommateur. On est en train de voir juridiquement ce qu'il est possible de faire. Peut-être qu'ils sont dans leurs droits, on ne sait pas. On a mis un cabinet d'avocats, on verra. Il faut donc se fier à la présence de macarons AOC ou AOP pour identifier des fromages labellisés. Un fromage AOP coûte en moyenne 2 fois plus cher qu'un fromage sans label. Le prix du terroir, du savoir-faire. Mais qui dit AOP ne dit pas forcément fromage fermier. Séduits par l'image positive du label, les industriels ont infiltré des filières et sont parfois devenus majoritaires. 90% de la production du chabichou du Poitou est industrielle, 82% du sel sur chair, 81% du Banon, 72% du crottin de Chavignol, 74% du Sainte-Maure de Touraine et tout autant pour le Pouligny-Saint-Pierre. Malgré cette présence massive, les industriels ne sont pas facilement identifiables. Véronique Richer-Le Rouge est parvenue à percer les secrets du plateau de chèvre AOP. Nulle part, vous ne verrez un nom d'industriel sur une AOP. Jamais. Ils ne se montrent jamais. Ils utilisent toujours des noms laiteries, des petits noms poétiques, des noms de terroirs, etc. Mais voilà, c'est certainement, s'ils ne mettent pas leur nom, c'est qu'ils pensent que c'est peut-être pas très vendeur. Donc, en effet, il faut que le consommateur décode, il faut qu'il s'informe et qu'il sache que telle marque, ça correspond à tel industriel derrière. Ce Banon AOP est de marque Étoile de Provence. Derrière ce nom, le géant Lactalis. Vous avez à côté des fermiers qui, évidemment, eux, aimeraient bien aussi vendre sur le marché national leur Banon, mais n'ont pas accès au marché puisque, en fait, Étoile de Provence inonde le marché de ce Banon AOP. Mais ce n'est pas le seul produit qui porte cette marque. Vous avez aussi le Rocamadour qui est Étoile du Quercy, qui appartient aussi à Lactalis. Alors ensuite, nous avons un autre opérateur qui est Tribala Riance et ils ont la marque Anjouan. Ici, par exemple, ce sel sur chair, nulle part aussi, vous le verrez, mais c'est Tribala Riance. Si on trouve des grands groupes dans des AOP, c'est que certains cahiers des charges autorisent des pratiques compatibles avec un process industriel. Toutes ces règles à suivre, détaillées dans les cahiers des charges, sont accessibles sur Internet. Une appellation d'origine protégée a été créée pour protéger la tradition, pour la transmettre, pour protéger des savoir-faire, certes dans un monde moderne, avec des évolutions bien entendu, mais ça veut dire que les générations futures pourront manger encore des fromages qui ressemblent à ce qu'on mangeait il y a 250 ans, etc. À partir du moment où vous introduisez des versions industrielles dans ces AOP, vous travestissez en quelque sorte l'esprit d'origine. L'industrialisation de la fabrication du chèvre
a une autre conséquence. On trouve ce fromage tout au long de l'année. Et pourtant... Bonjour, samedi 29 avril, midi et demi, c'est évident, on va parler de fromage de chèvre. Car, vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a une saison pour les fromages de chèvre. Ça commence maintenant et ça se termine à la fin de l'automne. Le chèvre n'est pas un fromage 4 saisons. Pour comprendre pourquoi, nous sommes retournés près de Marseille. Ici, comme partout, pour qu'il y ait du fromage, il faut du lait. Et pour qu'il y ait du lait, il faut un cabri. Voilà. Quelques minutes après la naissance, le cabri est debout et il tète. Là, il y a les chevreaux qui naissent et de ce fait, on va pouvoir repartir sur une nouvelle saison laitière, quoi. André Guéran va recommencer à fabriquer de la brousse du Rove, car pendant les 3 derniers mois de gestation, ces chèvres ne produisent plus de lait. C'est le cycle naturel de l'élevage en général, hein. Dame Nature a décidé que les chevreaux naissaient en hiver. Pour comprendre, il faut remonter le temps. Voilà, il a sailli là. Ça va vite, hein. À la fin de l'été, les jours commencent à raccourcir. Cette baisse de la lumière et l'introduction des boucs dans le troupeau déclenchent les chaleurs des chèvres et les saillies. Un seul bouc qui peut saillir une quarantaine de chèvres dans la journée. Les boucs, au moment du rut, ils s'urinent dans la barbe. Ils s'urinent dans la barbe, et ce qui donne cette odeur forte et musquée. En fait, plus ils sentent mauvais, et plus ils ont la côte avec les chèvres. Vous voyez, c'est un peu le contraire de nous. Cette chèvre, dans 5 mois, on le mettra bas. Voilà. Mais alors, comment peut-on fabriquer du fromage de chèvre en hiver? Tous les fromages de chèvre que vous mangez pendant l'hiver sont faits à partir de caillés surgelés. Donc s'il vous plaît, à partir de maintenant, il y a d'autres fromages pour l'hiver, mais pas les chèvres. Depuis cette époque, la pratique perdure. Hérésie pour les uns, moyen de répondre à la demande pour les autres, le caillé congelé est à vendre légalement sur Internet. Impossible pour le consommateur de savoir si son fromage en contient. Des fromages AOP comme le crottin de Chavignol industriel, le sel sur chair, le rocamadour autorisent le caillé congelé. Le lait perd son goût, on perd la typicité, on standardise énormément le produit. À l'affinage, ça s'en ressent aussi. Voilà, on n'a pas du tout le même produit. Congeler le caillé n'est pas le seul moyen d'avoir du lait toute l'année. Dans nombre d'élevages, on pratique la désaisonnalité. Les chèvres mettent bas non pas l'hiver, mais en automne, pour avoir un maximum de fromage pendant les fêtes de fin d'année. Pour y parvenir, et c'est tout à fait légal, on va au printemps introduire des éponges hormonales qui vont déclencher les chaleurs des chèvres avant de les inséminer artificiellement. Le label bio interdit l'utilisation d'hormones dans les élevages. C'est une des motivations de Pierre Coulon pour se fournir en lait bio. D'abord, j'étais chevrier. Des éponges, moi j'en ai posé dans mes études, dans ma carrière de technicien avant. Pour moi, très clairement, ça n'a rien à faire dans le monde de la chèvre. En plus, on se méfie de ces produits. Alors certes, les autorités vont nous dire il n'y a pas de souci, mais bon, il n'y a pas de souci non plus avec le Roundup, il n'y a pas de souci avec tous les trucs à la con qu'on met dans l'alimentation. Nous, il y a un moment, ça va, quoi. On ne veut pas faire prendre le risque à nos consommateurs qu'un jour on nous dise qu'elles sont présentes dans le lait. Passez une excellente soirée. À ce jour, aucune étude ne confirme la dangerosité pour l'homme de l'utilisation de ces hormones. Pierre Coulon réalise 40% de son chiffre d'affaires avec les fromages de chèvre. Il en fabrique aussi en plein hiver. Ça s'appelle un tea bag au yuzu. Donc le yuzu, c'est une écorce d'agrumes japonaise qui marche super bien avec le chèvre. L'éleveur qui le fournit en lait bio modifie le calendrier naturel de reproduction des chèvres, mais il le fait sans traitement hormonal. Nos éleveurs, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont désaisonner avec de la lumière.
Donc ils vont faire croire aux chèvres que c'est le printemps alors qu'en fait c'est l'automne. Et du coup, ils vont avoir des petits à l'automne. Et ça nous permet, nous, d'avoir du lait en hiver. L'utilisation d'hormones pour avoir un fromage 4 saisons préoccupe au point de modifier radicalement les pratiques de certains commerçants. Un régal. Je me resserre. C'est à Noël qu'on vend le plus de fromage de chèvre. Pourtant, Virginie a pris une décision drastique. Ne proposer aucun fromage issu de chèvre ayant subi un traitement hormonal. À Noël, habituellement, on a un choix énorme. Vous avez toute la vitrine ici remplie de chèvres, avec tous les affinages possibles, puisque c'est mon métier, apporter les fromages à maturité. D'habitude, à cette époque-ci, on propose une trentaine de chèvres. Et là ? Ah bah là, nous en proposons 5. C'est mon choix et de toute façon, moi, je veux être droite dans mes bottes. Donc voilà, je suis dans un réel souci du bien-être animal et du bien-être humain. Donc voilà, je préfère être sûre de ce que je vends. Alors, bonjour. Mais pour les fêtes, un plateau de fromage sans chèvre ou presque exige un minimum de pédagogie auprès des clients. Ce qui vous ferait plaisir. Un petit chèvre. Alors, notre choix de chèvre est très réduit en ce moment parce qu'on n'est plus dans la saison du chèvre. Donc, moi, j'ai pris la décision d'arrêter les producteurs qui travaillent avec des hormones. C'est plutôt rassurant, en fait, d'avoir des commerçants qui font ça. Alors, très frais, j'ai pas, parce qu'en fait, ouais, on n'est plus dans la saison du chèvre. Alors, le plus frais que vous ayez. Ouais. Oui, c'est frustrant. Vous voyez, quand on est habitué à avoir un truc tout le temps et qu'on vous l'avez pas quand vous voulez, c'est toujours frustrant. Par contre, je mange des fruits de saison, je mange des légumes de saison. C'est la même chose au final. Et ça me frustre pas de pas manger des fraises au mois de décembre. C'est ça, en fait, c'est exactement la même chose. Et donc maintenant, je fais le parallèle en vous en parlant et du coup, ça me défrustre. Voilà, 44 € et 16 centimes. Ouais, merci beaucoup. Je suis très étonnée. Vraiment, les gens nous suivent complètement. Ça, c'est hyper agréable. Et les producteurs ? Mais les producteurs, je pense qu'ils vont nous suivre aussi, qu'ils vont faire un petit effort. Je leur souhaite. Dans les Landes, Clément et Marie introduisent les boucs dans le troupeau en septembre et laissent faire la nature qui est bien faite. Notre objectif, c'est que tous les chevreaux naissent début mars, de manière à pouvoir profiter de toute la ressource disponible naissante de prairies, de pâture de bonne qualité et de nourriture suffisamment disponible pour bien démarrer les chevreaux. Les chevreaux, comme l'ensemble du troupeau, disposent au printemps d'une herbe fraîche et abondante. Nous avons Monique, Lagaille. Nous avons toutes des petits noms. Le bouc qui s'appelle Jaguar. Nous avons Massif, Mouchou, Alouette, Géraldine. Et ça peut durer sur 150 chèvres, quoi. C'est comme les enfants à l'école à peu près. Hein. Les profs à l'école, ils reconnaissent les enfants. Nous, c'est à peu près pareil. Il faut dire que Clément et Marie passent 4 heures par jour à courir la campagne avec leurs chèvres. Contrairement à la majorité des élevages où les animaux enfermés ne sortent jamais, ce troupeau trouve toute sa nourriture dehors. Les chèvres sont des débroussailleuses sur pattes. Elles mangent de la menthe sauvage, elles mangent des orties, de l'herbe en tout genre. Donc elles sont contentes, elles mangent un petit peu ce qui leur fait plaisir. Il y a des friches, il y a des vieux prés, il y a des sous-bois à entretenir, il y a de la nourriture toute l'année dehors. Et on nous demande fréquemment d'entretenir pas mal d'endroits. Hormis 200 grammes de grains au moment de la traite, Clément et Marie ne dépensent pas 1 € pour nourrir le troupeau. Cette race locale produit moins de lait que celle des élevages industriels, mais ce lait de terroir leur coûte beaucoup moins cher. On a une qualité de lait qui change en fonction de la végétation, de la saison. Et tout ça, bien évidemment, ça impacte le fromage et le goût du fromage. Et pour exprimer du terroir, il faut les amener sur le terroir, les animaux, quoi. Parce que des animaux qui restent enfermés sur du ciment, je vois pas quel terroir on peut revendiquer, exprimer, quoi. Ça me semble compliqué. Clément et Marie sont persuadés que leur choix du 100% pâturage est un atout pour le goût de leur fromage. Nous avons découvert que ce choix de l'herbe impacte aussi notre santé. À Lusignan, dans le Poitou, une équipe de chercheurs de l'INRA
l'Institut national de recherche agronomique, étudie l'impact de l'alimentation des chèvres sur la qualité nutritionnelle des fromages. Ouais, elles sont belles. Il faut avoir des bonnes dents pour manger de l'herbe aussi. Dans cette ferme expérimentale, on recherche la prairie idéale, durable, qui puisse nourrir les chèvres toute l'année. L'herbe est vraiment une ressource intéressante car elle pousse partout en France, mais également elle permet de fournir un aliment équilibré pour les chèvres. Alors là, du coup, ici, on a une prairie. Oui, mais non, tu m'embêtes pas, tant que je parle. Ça suffit. Ça... Arrête. C'est bon? Tu m'as senti? Tu me laisses 2 secondes, s'il te plaît? Allez. Reprenons. Donc là, du coup, ici, on a plutôt des graminées. Des graminées qui vont plutôt apporter les glucides et donc de l'énergie. Et puis, en même temps, on a un mélange d'autres plantes comme la luzerne, ainsi que du trèfle blanc, qui sont, elles, des légumineuses, et donc un peu plus riches en protéines. Et cet ensemble va permettre de proposer un menu diversifié pour produire du lait et des fromages. Mais en France, très peu de chèvres pâturent de l'herbe fraîche. La plupart du temps, elles mangent du foin, ainsi que de l'ensilage de maïs, un fourrage fermenté. Les scientifiques de l'INRA ont établi un lien direct entre ces types d'alimentation et les avantages santé qu'on peut tirer des fromages. Nos résultats montrent que quand on compare une alimentation à base d'herbes fraîches ou sèches par rapport à une alimentation à base d'ensilage de maïs, avec l'herbe fraîche ou sèche de bonne qualité, on a une augmentation des acides gras polyinsaturés, dont notamment, vous savez, les fameux acides gras oméga 3, qui ont des effets positifs sur la santé humaine, car ils sont anti-obésité et ils limitent l'apparition des maladies cardiovasculaires. Plus d'herbe dans l'alimentation des chèvres, c'est dans les fromages 3 fois plus d'oméga 3. Plus d'herbe, c'est aussi une teneur supérieure en vitamines A, E, B2, B6, et c'est encore plus vrai quand l'herbe est fraîche plutôt que sèche. Des chèvres qui pâturent donnent donc des fromages meilleurs pour notre santé. Mais à ce jour, si l'herbe bien verte est souvent présente sur les étiquettes, rien n'indique si les chèvres ont pâturé. Quant aux AOP, il faut se pencher sur les fameux cahiers des charges. Il y a très peu de cahiers des charges aujourd'hui qui obligent absolument au pâturage. C'est-à-dire que les chèvres, en fait, sont souvent confinées. En général, sur 2 mètres carrés. Par exemple, c'est le cas du crottin de Chavignol. Les chèvres peuvent rester dans 2 mètres carrés toute leur vie. En matière de pâturage obligatoire, il existe au sein des AOP quelques bons élèves. C'est très facile à distinguer. Dès qu'un cahier des charges autorise le confinement, la désaisonnalisation, le traitement aux hormones, le cahier congelé, on a affaire à des AOP ultra-industriels. Les crus ou pasteurisés, fromages fermiers ou industriels, AOP, bio, circuits courts ou rayons de supermarché, quels que soient nos goûts et nos choix, le plaisir de la dégustation d'un chèvre peut tourner court s'il n'est pas bien conservé. Pour bien les conserver à la maison, le mieux c'est quand même d'utiliser le frigo et de le stocker dans le bac à légumes, à côté des légumes. S'il y a un peu de légumes, c'est bien, ça peut apporter un peu d'humidité, mais pas trop. L'ennemi des fromages de chèvre, c'est le film plastique. Il faut conserver l'emballage papier du détaillant ou utiliser du papier sulfurisé. Le fromage ne doit être déballé et sorti du frigo qu'une demi-heure avant d'être servi. Alors l'idéal de l'idéal, c'est de le sortir et de le servir chambré. Chambré, c'est comme le vin, c'est 18 degrés à peu près, 18-20 degrés. Donc ça veut dire que quand on met ce fromage-là en bouche, on a toujours un petit peu de fraîcheur. On a une sensation de, pas de froid, mais de frais. Et c'est bien parce que ça se réchauffe en bouche et les arômes vont se développer. Pour bien découper un fromage, quelle que soit sa forme, la règle est de répartir la croûte entre tous. Sur un crottin de Chavignol, si je le coupe comme ça, j'aurai pas des parts harmonieuses entre les différentes personnes. J'aurai plus de croûtage d'un côté, plus de cœur de l'autre, donc c'est pas du tout égalitaire. Par contre, si je travaille en rayon à partir du centre, on aura quelque chose de tout à fait égalitaire.
Donc ensuite, le Pouligny-Saint-Pierre, c'est une coupe qui se fait de haut en bas, sur toute la hauteur, à partir du centre. Il n'y a pas besoin de prendre des gros couteaux de cuisine pour couper des petits fromages. Ce sera d'autant plus précis que la lame est fine. Et puis, sans dents, si possible, parce que ça laisse pas de traces, vous voyez. La pâte, belle, immaculée. Le principe de répartition de la croûte s'applique également au fromage comme la tome. Donc on va partir d'un centre virtuel qui est là. En rayonnant autour de ce centre, on va pouvoir faire des morceaux qu'on peut couper à l'avance. Comme ça permet d'indiquer aux convives comment ils doivent couper. Parce que la difficulté, c'est souvent qu'on a tendance à le couper dans ce sens-là. Alors, on va faire la coupe du Sainte-Maure de Touraine. Donc je coupe ici et je sens que, hop, là, j'ai la paille. Je la sens, donc je ne vais pas aller plus loin. Et je vais faire repasser ma lame dessous et vers l'avant, et hop, je dégage le morceau juste comme ça, voilà. Donc cette paille-là, on peut la laisser comme ça, ou alors on peut la tirer. Le chèvre n'est plus cantonné au seul plateau de fromage. Il s'invite de plus en plus à l'apéritif, en jouant sur la présentation ou les contrastes. Donc voilà, on coupe le fromage. Je vais inverser ces 8 morceaux en mettant 1 sur 2. Ça construit une petite forme géométrique et un contraste qui tout de suite est un tout petit peu plus joli. Voilà. Enfin, pour bien les déguster et éviter qu'ils vieillissent mal au frigo, mieux vaut en acheter peu, mais souvent.